Comment allez-vous? Ça va, merci. Ça va bien. Vigile Aïssou du Bénin, comment vous sentez-vous ce matin? Bonjour, bonjour à tous. Ça va, je me porte à merveille. Je voudrais demander à M. Piché du Québec, est-ce qu'au Québec, on peut encore dire allô pour saluer quelqu'un? S'il y a un dialogue particulier pour saluer quelqu'un, vous me demandez, Ah, c'est ça? oui, c'est ça. C'est toujours bonjour. J'ai cru lui quelque part aussi qu'au Québec, on peut dire simplement allô aussi, qui veut dire bonjour. Oui, les gens disent parfois salut, qui est un peu particulier parce que salut, c'est plutôt au revoir, mais on dit salut. Ouais. Je suis tellement ravi de savoir que vous allez tous bien. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce webinaire va être intéressant. Bonjour à tous les participants qui nous suivent. Bonjour à la communauté mondiale de journalistes qui participent chaque semaine à nos activités. Nous avons plus de 15 000 journalistes dans nos 5 forums et plus de 3 000 journalistes francophones. Le forum en question, c'est le forum Pamela Award de reportage sur les crises mondiales, un forum du Centre international pour les journalistes basé ici à Washington. Je suis Kossi Balao, le directeur de la version francophone de ce forum, puisque c'est un forum que nous avons en 5 langues, en anglais, en français, en espagnol, en arabe, en portugais. Et bientôt, nous lancerons la version russe de ce forum. D'habitude, c'est moi en tant que modérateur qui présente les invités, mais ce n'est jamais assez facile de parler de la personne qu'on a en face de soi, de retracer fidèlement son parcours sans manquer un brin de détails. Alors pour aujourd'hui, je vais laisser mes invités se présenter eux-mêmes. On commence par Vigile Aïssou. On sait, vous avez plus de 30 ans d'expérience en journalisme, plus de 30 ans de couverture de l'actualité pour plusieurs médias, parmi lesquels l'AFP, la BBC, Bloomberg, des Associated Press aux États-Unis. Mais ce n'est pas tout. Pouvez-vous nous parler un peu de Vigile Aïssou? Encore une fois, bonjour à tous. Je m'appelle Virgile Aïssou, comme vous l'avez indiqué. Je suis journaliste indépendant, journaliste multimédia. J'ai eu à travailler pour l'agence France Presse, l'agence Bloomberg. J'ai fait l'AFP. J'ai fait l'AFP comme je l'ai dit. Mais j'ai fait l'essentiel de ma carrière à Associated Press et à la BBC French Service, le service français de la BBC, qui s'appelle BBC Afrique, où j'ai passé 20 ans, de 1993 à 2013. Actuellement, je continue de travailler pour Associated Press comme correspondant au Bénin. Et je travaille aussi pour SciDev.net, une plateforme qui s'occupe des questions de sciences appliquées au développement pour le service, l'édition de langue française pour l'Afrique subsaharienne, où je m'occupe notamment de l'édition et de la réalisation d'un podcast qu'on appelle Santé, Sciences et Développement. Bon, le reste, on peut passer, comme j'ai déjà indiqué, que je suis journaliste indépendant. Donc, j'ai eu à faire de la pige, comme nous le disons dans notre jargon, un peu partout. J'ai touché à presque toutes les formes de médias. J'ai fait de l'agence, un peu de télé, pas beaucoup, surtout de la radio et de la presse écrite. J'ai eu à faire des piges pour des boîtes comme le Washington Post, et puis un périodique italien qu'on appelait Africa et Méditerranéo. Je ne sais pas si ça existe encore. Donc, tout ça, c'était des participations, des collaborations ponctuelles. Sinon, actuellement, je travaille pour l'agence Associated Press et pour SciDev. Voilà, je crois qu'on peut s'en arrêter là. Notre second invité est un journaliste aussi, mais un journaliste d'investigation indépendant. Il a travaillé au sein de Jeune Afrique, je crois, pendant 10 ans, si Google ne m'a pas trompé. Il collabore à divers journaux, dont Mediapart. Il est aussi coordinateur du comité de rédaction du journal indépendant Afrique
Oh. Vous êtes aussi l'un des fondateurs de ce journal, M. Poron. Oui, oui, et c'est mon activité principale aujourd'hui, oui. Je suis encore à moitié indépendant, mais il y a une grosse moitié, voire les trois quarts de mon temps, qui sont consacrés à l'animation d'Afrique 21, et comme vous l'avez dit justement, qui s'écrit en chiffres romains, donc XX1, Ouais. pardon, point info, voilà, pour ceux qui souhaitent voir, qu'on a lancé donc en septembre 2021. Et qui existe donc bientôt depuis 2 ans, et qui fonctionne essentiellement sur le don et les bourses éventuelles ponctuelles, enfin voilà, et qui est donc complètement indépendant, ni publicité, ni actionnaire, puisque nous fonctionnons sous la forme d'une association à but non lucratif. Et actuellement, j'anime ce site avec Rémi Carayol, qui est aussi un journaliste qui a un peu le même parcours que moi, mais qui est plus spécialisé, lui, sur les questions de Sahel, et qui a sorti un livre récemment sur l'opération Barkhane au Sahel, à la découverte. Et moi-même, j'ai sorti un livre en septembre dernier sur la diplomatie française dans les anciennes colonies africaines de la France, voilà, sur l'héritage colonial de la diplomatie française. Et à part Jeune Afrique, vous avez collaboré aussi avec d'autres médias, Mediapart, Mediapart. ouais. Libération ponctuellement. Et avant, j'ai également travaillé pour la presse plus régionale. Notre troisième invité, lui, il n'est pas journaliste, il est plutôt scientifique. Les professeurs titulaires et monsieur Piché-Mathieu, professeur titulaire au département d'anatomie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il est titulaire de chaire de recherche internationale en santé neuromusculo-squelettique. Je ne suis pas sûr d'avoir bien prononcé, monsieur Mathieu. C'était bien, oui, ça va. Donc, bonjour à tout le monde. Ça me fait très plaisir d'être ici pour participer à cet échange. Évidemment, je vais apporter peut-être un point de vue un peu différent parce que, comme vous l'avez bien mentionné, je suis professeur, donc chercheur au département d'anatomie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Trois-Rivières qui est une ville qui se situe précisément entre Montréal et Québec, pour ceux qui ne connaissent pas trop la géographie du Québec. Donc, moi, j'ai fait une formation scientifique. J'ai commencé par une formation clinique à Trois-Rivières en chiropratique. Et ensuite, j'ai fait le parcours traditionnel avec une maîtrise et un doctorat, en partie à Trois-Rivières, mais aussi à l'Université de Montréal. Et j'ai fait ensuite une formation postdoctorale au Japon et j'ai plusieurs collaborations internationales en Europe, en Asie. Et maintenant, je commence avec certains pays en Afrique du Nord. Donc, ça m'amène à superviser des étudiants étrangers qui doivent demander des visas pour venir étudier au Canada. Donc, je vais pouvoir vous parler de cette expérience-là que j'ai avec des étudiants. Puis, je me suis engagé depuis quelques années à ces discussions parce que je trouve que la situation est particulièrement difficile et qu'on peut changer les choses. Donc, merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être parmi vous. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Depuis 2022, ce forum organise chaque semaine des webinaires. Nous avons organisé plus d'une centaine de webinaires de formation et d'ateliers aussi physiques pour les journalistes, des bourses aussi que nous avons accordées et une bourse que nous avons encore accordée récemment des journalistes pour des projets de désinformation. Chers participants, vous avez découvert nos invités avec qui nous allons aborder dans les secondes qui suivent la problématique du refus de visa aux journalistes africains. Ils sont nombreux les témoignages de journalistes africains qui se sont vus refuser leur visa pour participer à des conférences, des ateliers, des formations, des colloques, des forums internationaux qui se déroulent en Europe ou aux États-Unis. Souvent, le refus leur est refusé alors même qu'ils sont invités comme panélistes à des tables rondes. Pour les plus chanceux, lorsque le visa leur est délivré, ils subissent encore une double contrôle aux aéroports, des interrogations sur la nature de leur visite, des questionnements sur la profession qu'ils exercent, nonobstant le fait que ces informations sont mentionnées et bien visibles sur les documents qu'ils ont fournis. Monsieur Aïssou, vous avez fait presque le tour du monde, couvrant des conférences internationales sur plusieurs continents. Bientôt, vous partirez encore en Europe, mais durant toutes ces années, avez-vous une fois essuyé un refus de visa? Oui, je vois qu'on rentre de plein pied dans le débat.
C'est comme on dit, sans protocole. Là, je vais répondre, mais en acceptant d'abord votre mini-exposé de démarrage. Je vous dis d'emblée que je ne serai pas votre contradicteur. Concernant les visas, je ne sais pas s'il faut faire une introduction. Je sais qu'il y a plusieurs types de visas, notamment les visas de transit, les visas court séjour, qui généralement sont pour des séjours de moins de 3 mois, et les visas long séjour pour plus de 3 mois. Le reste, on laisse à la discrétion des spécialistes en relations internationales. Mais ce que je sais, c'est que généralement, les journalistes ont besoin d'un visa de court séjour, et rarement d'un visa de long séjour. Comme vous l'avez dit, il s'agit d'aller ponctuellement couvrir un événement ou participer à un rassemblement, un forum ou quelque chose du genre. Et pour parler du refus de délivrer un visa, je dirais que c'est un acte administratif. C'est mon avis, ça n'engage que moi. C'est peut-être un acte de souveraineté. Chaque pays gérant sa politique d'immigration comme ça lui convient. Mais ils ont l'habitude, puisque lorsqu'ils refusent de délivrer un visa à quelqu'un, on évoque souvent quelques motifs. On vous dit peut-être que les informations communiquées pour justifier les conditions de séjour sont incomplètes. On dit peut-être que vous représentez un risque de menace pour l'ordre public, la sécurité publique. Et récemment, j'ai entendu parler de risques pour la santé publique. Suivez mon regard. Mais moi, j'ajouterais, et ça n'engage toujours que moi, qu'il y a aussi en arrière-plan la crainte d'une immigration que je qualifierais d'aventurière. Ce qui fait que la demande de visa d'entrée dans certains pays, notamment européens et peut-être américains, cette demande de visa prend parfois l'allure d'une loterie. Et ça, ce n'est pas seulement les journalistes, c'est pour tout le monde, pour tout demandeur de visa, notamment africain demandeur de visa en direction de ces pays qu'on appelle gentiment les pays occidentaux. Cette demande a tout l'air d'une loterie, on n'est pas sûr on est sûr de rien quand on demande un visa. Et là, les journalistes ne font pas tellement exception. Et parfois, leur statut, même si parfois leur statut est respecté par certains services consulaires. Maintenant, pour répondre à votre question, Kossi, je parlerai de quelques cas vécus ou connus. Commençant donc par moi-même. Je fais un plongeon dans le passé. Mon premier séjour en Angleterre, c'était en 1998. J'ai été pratiquement chassé comme un malpropre par un fonctionnaire de ce qu'on appelle High Commission. C'est un département de l'ambassade du Royaume-Uni chargé de la question des visas, entre autres. C'est au Nigeria. Parce que le Royaume-Uni n'a pas d'ambassade dans mon pays, le Bénin. Donc, il fallait aller au Nigeria, prendre le visa, et ce service qu'on appelle la High Commission. Je suis allé, j'ai rencontré un fonctionnaire qui n'a pas voulu me délivrer le visa. Bien que je fus détenteur d'une lettre d'invitation de la BBC. Tout le monde sait ce que la BBC représente pour le Royaume-Uni. J'allais pour un séminaire que nous appelions les Stringers Workshop. C'est une sorte de séminaire de remise à niveau des correspondants. Donc, j'ai été invité. La BBC a délivré une lettre où elle s'engageait à prendre en charge tout mon séjour. Et j'avais en plus, tenez-vous bien, une recommandation écrite
du consul honoraire du Royaume-Uni au Bénin à l'époque. Donc, j'avais présenté tout ça là à ce fonctionnaire à Lagos qui gentiment, quand j'ai commencé par me justifier, dit, mais monsieur, voici, je suis journaliste à la BBC, voici ma carte, voici la lettre du consul Bénin, de Grande-Bretagne au Bénin, voici la lettre d'invitation de la BBC, mais je ne vais jamais oublier la phrase que ce monsieur m'a servi. C'est « Man, I told you we can't issue your visa, whether you are from BBC or not. » Littéralement, monsieur, je vous dis que je vous ai dit que je ne peux pas, nous ne pouvons pas donner votre visa, que vous soyez de la BBC ou pas. Donc, je suis rentré chez moi après avoir passé une nuit à Lagos pour aller faire un rang devant cette commission. Imaginez le nombre de Nigérians en train de se débattre tous les jours pour chercher un visa pour l'Angleterre. Donc, j'ai fait ce rang. Je me suis levé très tôt le matin, j'ai fait ce rang et j'ai été accueilli de la sorte. Donc, je suis rentré à Cotonou sans avoir ce visa. Il a fallu que la BBC sorte les grands moyens avant de me faire voyager, parce qu'ils ont déployé ce qu'on appelle la diplomatie, la haute diplomatie, puisque la BBC a quand même quelque chose en Angleterre. J'ai dû voyager en saucissonnant, comme nous disons, mon billet, c'est-à-dire en faisant un rebooking de mon billet, passer par Abidjan. Donc, j'ai dû passer une nuit à Abidjan et la BBC a déjà averti et à l'ambassade de Grande-Bretagne, du Royaume-Uni à Abidjan, on m'attendait. Je suis arrivé à Abidjan, je suis allé, on m'a délivré le visa dans la même journée et le soir, j'ai pris l'avion pour Londres via Paris. Ça, c'est concernant moi-même le visa anglais. J'ai le cas d'un confrère qui a eu une dizaine d'années, à l'époque, c'est un Béninois, qui était correspondant de l'agence France Presse au Bénin, qui avait été invité à participer à un forum ou festival en Espagne. L'Espagne n'ayant pas de représentation diplomatique au Bénin, il devait passer par l'ambassade de France. L'ambassade de France, le consul de France, au consulat de France, on lui a refusé le visa. Mais quand il me l'a dit, j'ai dit, mais écoute, toi tu es correspondant de l'agence France Presse. Comment le consulat de France peut te refuser un visa? Vous êtes tout le temps, j'ai été correspondant de l'agence France Presse, je connais les relations des journalistes de l'AFP avec les ambassades de France. Tu ne vas pas me dire que tu ne connais pas des gens à l'ambassade de France. Il y a un service de presse où on vous reçoit tout le temps. Va dire à ce monsieur quand tu as refusé un visa Schengen. Donc, il est allé et le soir, il me rappelle, il dit, mais l'intervention de ce service de presse a payé puisque le consul l'a rappelé en personne et lui a délivré le visa sur place avec des excuses en lui disant, entre autres, nous ne savions pas que vous travailliez pour l'agence France Presse. C'est des excuses, je trouve, plates, excusez-moi le terme. Donc, déjà, ces deux exemples sont des preuves que la délivrance de visa, donc le refus, entre parenthèses, c'est une sorte de pouvoir discrétionnaire que les officiels exercent selon leur intime conviction. Donc, déjà, pour répondre à votre question, je peux donner ces exemples. Mais vous avez parlé dans votre introduction de ce qui se passe lorsqu'on a déjà ce visa. Parlant de ce voyage que j'ai eu à effectuer
à Londres. Si vous permettez, Oui. Monsieur Vigile Ayussio, c'est une expérience que vous allez raconter tout de suite, mais je voudrais demander à Monsieur Poron, j'ai lu vos deux articles sur le sujet et je souhaite vous poser une question justement sur l'enquête que vous avez menée, l'enquête sur le business des frontières fermées, sur à qui la France refuse des visas. Vous dites dans l'enquête que c'est un fait que la politique migratoire de la France est plus sévère pour les ressortissants africains que pour les personnes venant des autres continents. Et ma question, c'est de savoir, est-ce que vous comprenez, vous, pourquoi cette politique est sévère envers les Africains? Non, je n'ai pas de réponse rationnelle à donner. Ce qui est sûr, c'est que je fais ce constat sur la base des chiffres. Chiffres d'ailleurs qu'il faut chercher, trouver. Enfin, heureusement, il y a un site qui récapitule un petit peu les visas Schengen par pays. Mais la France, par exemple, ne communique pas sur ces chiffres, en tout cas pas par pays. Elle va donner quelques chiffres par zone, Afrique de l'Ouest, ce genre de choses. Mais quand on cherche à savoir par pays, ce qui est le plus pertinent pour faire des moyennes, on ne les a pas. En réalité, et on n'obtient jamais de réponse en fait claire, puisque quand même les chiffres, si c'était juste quelques pourcents d'écart, on se dirait, bon, c'est un hasard, puis d'une année sur l'autre, ça peut bouger. Le fait est que j'ai calculé sur des années, bien sûr, hors Covid, qui étaient assez particulières, on se retrouve avec des écarts par rapport à d'autres continents qui sont à 3 fois, en fait, on a 3 fois moins de visas délivrés sur les zones que j'ai étudiées, qui étaient les zones plutôt francophones, on a parfois jusqu'à 50% de visas refusés, par exemple en Algérie, donc 1 sur 2, et sans réellement obtenir de réponse quant aux motivations. C'est-à-dire que tout ce qu'on sait, c'est que depuis 2015, ce qu'ils ont appelé dans le jargon, on va dire, des ministères de l'Intérieur, la crise migratoire de 2015, qui était liée à plusieurs conflits, notamment au Proche-Orient, au Moyen-Orient, on a resserré ces visas, mais on sait aussi qu'il y a du chantage qui est fait avec certains pays pour, par exemple, le retour de migrants illégaux. Donc, ça a été très récemment, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur français, l'a clairement exprimé en faisant du chantage avec la Tunisie. On coupe les visas de demande pour la France si vous ne récupérez pas les migrants tunisiens illégaux. Donc, en fait, on voit qu'il y a quand même il y a pas mal d'éléments en fait, qui peuvent expliquer, mais globalement, on n'a pas d'explication claire et nette de politique. Moi, j'ai cherché à savoir s'il y avait des quotas, par exemple, qui étaient demandés, des quotas de refus ou des quotas d'acceptation qui étaient diffusés dans les ambassades ou dans les consulats. Je n'ai pas eu de réponse et en interne, en tout cas, les gens que j'ai pu avoir qui ont accepté de me parler m'ont dit qu'eux n'avaient jamais vu passer de notes officielles qui demandaient d'accepter ou de refuser tant de pourcentage. Donc, en fait, on est vraiment dans une espèce d'interprétation, c'est-à-dire qu'on ne peut qu'interpréter les chiffres et juste constater qu'a priori, sur cette zone-là, en tout cas géographique, c'est-à-dire l'Afrique, les refus de visa sont plus nombreux qu'ailleurs où se trouvent des consulats français. Je voudrais savoir qu'est-ce qui a été le déclic qu'est-ce qui vous a poussé, quel constat vous a amené à mener cette enquête? Il y a certainement eu quelque chose. Oui, c'est juste parce que quand j'ai commencé à enquêter pour mon livre, c'est-à-dire sur la relation de la diplomatie française et surtout des diplomates, puisque je souhaitais parler de la diplomatie française par le bas, c'est-à-dire depuis le terrain, et donc ce que représentait la diplomatie française auprès des Africains dans les anciennes colonies. Je me suis intéressé au système d'octroi de visa, au consulat, au fonctionnement des consulats, puisque le consulat était le seul lien, on va dire, direct entre la diplomatie française sur le terrain, je veux dire, et les Africains, puisque tout le reste, ce n'est que de la politique un peu générale et on est plutôt dans des relations politiques à haut niveau. En fait, le seul lien qu'a l'ambassade aujourd'hui avec les Africains, c'était le consulat français. Et donc, j'ai voulu comprendre un petit peu ce qui avait changé depuis les indépendances. Est-ce qu'on était sur une relation plus équilibrée, d'égal à égal? Quelle était la perception des demandeurs de visa africains de cette diplomatie française et de ces consulats français? Et petit à petit, je suis arrivé dans une période où il y avait une accélération de ce qu'on appelle la privatisation des services de visa, donc qui est l'arrivée de sociétés privées intermédiaires qui vont accueillir les demandeurs, gérer les dossiers d'un point de vue administratif, avant de transmettre au consulat qui, lui, n'aura plus que la tâche d'accepter ou de refuser le dossier.
Et donc, je me suis rendu compte que ça provoquait beaucoup de frustration chez les demandeurs, en fait. Pourquoi? D'abord parce qu'ils n'ont plus ce lien direct avec le consulat français, donc ils passent par une société privée. Et donc, quand on leur fait un refus, ils n'ont même plus la possibilité d'aller réclamer le pourquoi du comment auprès du consulat. Et quand ils demandent, bien sûr, à la société privée, cette société privée répond « ce n'est pas notre décision, c'est la décision du consulat ». Et donc, voilà, j'ai commencé à creuser cette question de pourcentage et d'octroi, puisque j'ai demandé à ces sociétés privées quel était leur taux d'acceptation de refus. Ils n'ont pas voulu répondre puisqu'ils ont dit que ce n'était pas eux qui acceptaient ou refusaient. Donc, ils m'orientaient toujours vers le consulat ou vers le Quai d'Orsay. Bref, c'était le serpent qui se mord la queue et on n'arrivait pas vraiment à avoir de réponse. Et en fouillant les chiffres, j'ai vu qu'il y avait ce problème un peu plus général et global, on va dire, de gestion des demandes de visa en provenance d'Afrique. Nous quittons le Bénin et la France pour le Québec, direction Mathieu Piché. Vous tentez de recruter des étudiants étrangers pour votre laboratoire de recherche, mais le ministère fédéral de l'immigration refuse en bloc les demandes de permis d'études de ces derniers, malgré l'approbation initiale du Québec. Vous dites en 2021 sur Radio-Canada que les motifs de refus sont ridicules, que les motifs de refus ne sont pas transparents, que ça n'a pas de bon sens et que ces refus nuisent énormément. Vous étiez très frustré, Monsieur Mathieu. Votre micro n'est pas... OK. Oui, effectivement. Je ne me rappelais pas l'ampleur de ces termes, mais effectivement, c'est une époque qui était très frustrante parce qu'on était en pleine pandémie et il y avait d'autres défis qui s'ajoutaient. Je peux vous parler de l'expérience que j'ai vécue comme professeur et chercheur pour recruter des gens à l'étranger en pleine pénurie de main-d'œuvre. Donc, effectivement, d'entrée de jeu, j'aimerais quand même préciser, je suis un neurophysiologiste de la douleur. Ma spécialité n'a rien à voir avec l'immigration ou le journalisme, mais je peux partager quand même mon expérience terrain. Alors, ça représente simplement mon expérience et mon opinion, bien sûr. Par contre, si vous faites enquête, vous trouverez les chiffres précis que je ne peux pas vous rapporter aujourd'hui, mais ça a été rapporté qu'il y a bel et bien un refus plus important de la part des demandeurs étudiants qui proviennent de l'Afrique. Ça, c'est documenté. Et même en ce moment, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est encore plus flagrant pour les francophones au Canada. Donc, les anglophones sont priorisés aux dépens des francophones. C'est un constat, je ne peux pas vous l'expliquer moi non plus. Et vous serez peut-être déçus aujourd'hui parce que j'ai plus de questions que de réponses à vous apporter. Donc, première chose que j'aimerais faire, c'est avec vous, c'est distinguer d'abord, quand on parle d'étudiants, il faut faire attention, il faut distinguer les étudiants de premier cycle et les étudiants de cycle supérieur. Donc, les étudiants qui veulent étudier pour un baccalauréat qu'on appelle au Québec, qui est probablement l'équivalent de la licence en France, versus les étudiants qui veulent faire une maîtrise et un doctorat. Les étudiants de premier cycle ne sont pas sélectionnés par un professeur-chercheur, donc tout le monde peut faire une demande et à ce moment-là, on se retrouve avec de nombreuses demandes. Je peux vous donner un exemple pour une année, par exemple, seulement pour mon institution, il y a eu l'équivalent de 8000 demandes d'admission. Et donc, suite à l'admission, c'est beaucoup de travail pour le personnel administratif. Suite à l'admission, les gens font des demandes de certificat d'acceptation du Québec et de visa de la part du fédéral par la suite. Mais on en a reçu seulement 25 sur les 8000. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes, je pense. Pourquoi ça? Je pense une des choses qu'il faut regarder, c'est, j'entendais la privatisation du côté de M. Poron. Ce n'est pas exactement la même chose qui se produit avec les études et les visas d'étudiants, mais il y a quand même des agences dans certains pays africains qu'on connaît. Aident les étudiants à faire leurs demandes et qui font les choses un petit peu de façon douteuse, je pourrais dire. Et je pense que ça a pu amener certaines préoccupations au sein du gouvernement pour l'immigration.
Parce que qu'est-ce que ça fait? Ben, il y a des gens qui viennent ici sur la base d'un visa d'études, mais ils ne sont pas là pour étudier. Ensuite, ils restent au Canada, ils trouvent un emploi et tout ça, mais l'objectif du visa étudiant est bien d'accueillir des étudiants. Donc, ça, je pense qu'il y a un problème de ce côté-là. Les agences n'aident pas du tout la cause. Maintenant, c'est quoi la proportion de ce problème-là contribuant à la problématique en général? Je ne peux pas vous dire, mais je sais qu'il y a quelque chose à regarder de ce côté-là. Un autre problème pour les étudiants de cycle supérieur qui est très différent, bon, vous pouvez imaginer, pour faire une maîtrise ou un doctorat, on doit trouver un professeur-chercheur qui va nous accueillir dans son laboratoire. C'est la première chose à faire. Donc, les étudiants sont hautement sélectionnés selon les besoins des laboratoires et des chercheurs. Et ce que je comprends avec mon expérience, c'est que l'immigration, le service d'immigration ne semble pas avoir l'expertise pour évaluer euh, euh, si le plan de recherche ou le plan d'études des étudiants demandeurs est cohérent avec leur formation et avec leurs objectifs de carrière. Donc, c'est pour ça que je disais que certains motifs de refus étaient ridicules à l'époque, parce qu'on va dire, par exemple, à un étudiant qui a été sélectionné par un professeur, votre plan d'études et de carrière n'est pas cohérent avec vos études précédentes. Donc, ben, je pense que je suis le spécialiste, je peux vous le dire. Je ne pense pas que l'immigration a se prononcer sur ça. Donc, je pense qu'il y a des demandes à faire du côté de l'immigration, des services pour s'assurer qu'ils ont la compétence pour évaluer ce genre de dossier-là. Mais encore une fois, je pense qu'il faut distinguer premier cycle versus cycle supérieur. Je pense qu'on pourrait dire, dans un autre ordre d'idées, un autre problème que je vois, les étudiants qui font une demande doivent démontrer clairement qu'ils vont venir faire leurs études au Canada et qu'ils vont retourner par la suite dans leur pays. Ce n'est pas évident à démontrer. Vous avez des bonnes intentions, vous voulez venir étudier ici, avoir une formation, une expérience internationale, retourner dans votre pays, faire votre carrière. Comment est-ce que vous allez démontrer tout ça? Donc, il y a plein de stratégies que les gens ont développées avec le temps en montrant des preuves de propriété, des trucs comme ça. Mais ce n'est pas facile à faire comme démonstration, sauf avoir une bonne volonté, mais ça, ce n'est pas une preuve. Ce qui est très aberrant dans ceci, c'est que après la complétion du diplôme d'études, on va offrir un permis de travail ouvert aux étudiants et on va les inciter à rester parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est absolument incohérent parce qu'au départ, on leur dit prouvez que vous allez retourner dans votre pays, mais à la fin de leur formation, on leur dit ben, bienvenue, restez, vous avez un permis de travail. Donc, pour moi, ça ne s'explique pas. Je ne comprends pas le but de la démarche parce que c'est un des motifs de refus les plus importants de ne pas pouvoir démontrer qu'on va retourner dans son pays après les études. Donc, je pense que ça prend quelques efforts de diplomatie, des questions au service d'immigration, mais aussi ça prend peut-être un peu de sérieux du côté des pays demandeurs pour vraiment avoir une formation, informer les étudiants sur comment c'est l'immigration, de ne pas passer par ces agences, parce que les agences vont envoyer des demandes partout. Puis ils vont faire un peu des trucs faux pour vous permettre d'accéder, mais en fait, c'est détecté par l'immigration, puis ça vous fait un refus automatiquement. Donc, voici en premier là, ce que je peux apporter à cette discussion. Monsieur Vigile Aïssou, je vous avais arrêté. Je disais dans l'introduction que même après avoir obtenu le fameux sésame, le visa, rien n'est garanti. Vous subissez une double contrôle aux aéroports. Je pense que vous étiez de ce côté-là quand je vous ai arrêté tous. Oui, puisque on est là pour partager des expériences vécues ou connues. Et ce voyage, le tout premier en Angleterre pour moi, qui n'était pas le tout premier en Europe, mais à mon escale à Paris, je vous ai dit que mon visa avait été délivré la veille. L'agent de police qui n'avait pratiquement pas besoin de me contrôler pour autant parce que j'étais en transit,
Je n'avais pas de visa Schengen, donc je ne pouvais pas rentrer sur le territoire français. J'étais dans un couloir pour aller prendre mon vol en direction de Londres. Mais ce monsieur a quand même pris le soin de vérifier mon visa, tout ça. Ça ne lui suffisait pas. Il a commencé par pour mettre des lampes et contrôler le visa avec une sorte de lampe laser. Et il est allé jusqu'à me demander, mais monsieur, on a délivré votre visa hier et hier en même temps, vous êtes rentré dans l'avion. Comment est-ce possible? J'ai dit, mais le visa a été délivré. Ce n'est pas moi qui l'ai délivré. Moi, je vais en Angleterre. Il dit, mais voilà, il faut nous prouver que vous êtes journaliste. À l'époque, sur les passeports au Bénin, on écrivait la profession. Il dit, mais mon passeport mentionne que je suis journaliste. Et il a insisté, j'ai dû lui sortir ma carte de presse estampillée BBC et il s'est finalement tué et j'ai pu voyager en paix. Donc, il y a de ces exemples. Il y a eu d'autres fois, j'allais à Oslo pour une réunion de l'UNESCO, toujours en transit à Paris, un policier qui, après avoir tout contrôlé, il dit, mais vous allez en Norvège parce que vous êtes journaliste. Vous allez faire quoi là-bas? Je dis, je vais à une conférence en tant que journaliste. Est-ce que vous avez un papier qui prouve que vous êtes journaliste? Monsieur, je ne vais pas en France. Finalement, il a insisté. J'ai dû lui sortir encore ma carte de presse. Donc, c'est des tribulations. Ça ne nous met pas à l'aise. Et on est tenté de dire que, quoique journalistes, nous ne sommes pas souvent respectés. Monsieur Michel Poron, je sais bien que nous parlons du cas des journalistes africains. Est-ce que ça arrive aussi aux journalistes français de se voir refuser des visas ou c'est juste une particularité africaine? Non, non, on a beaucoup de difficultés dans certains pays, africains notamment. On peut parler de l'Algérie, par exemple. C'est très difficile pour un journaliste français d'avoir un visa en Algérie. Le Cameroun, c'est pas simple, c'est pas toujours simple, on va dire. Non, et aujourd'hui, vous voyez, il y a certains pays comme le Mali, le Burkina Faso, qui ont drastiquement restreint les visas pour les journalistes. Certains même ont été renvoyés alors qu'ils travaillaient là-bas depuis très longtemps. Certains avaient même fait leur vie sur place et ont été obligés de plier bagages en 24 heures. Donc non, on n'est pas, de manière générale, je crois, pour rebondir donc sur le journalisme, on est une profession qui actuellement, de toute façon, n'a pas bonne presse, si je puis dire, sans jeu de mots. Dans la plupart des pays, notamment dans les pays où on voit un durcissement des pouvoirs, l'une des premières professions attaquées, de toute façon, c'est la presse, et donc on restreint. Il y a encore un journal qui a été fermé au Burkina Faso, l'Événement, qui était un excellent journal, notamment d'enquête, porté par un de nos amis, Serge. Et en fait, on voit bien que voilà, quand on veut maîtriser la population, la première chose qu'on fait, c'est qu'on s'attaque à la presse et donc on restreint aussi la circulation des journalistes. C'est assez classique, j'ai envie de dire. Maintenant, je voudrais rebondir juste sur ce que disait Mathieu tout à l'heure, Mathieu Pichet, sur l'histoire des visas étudiants. En France, ils ont décidé de mettre en place des agences justement officielles qui s'appellent Campus France. Donc, je pense qu'ils avaient eu les mêmes difficultés que vous exprimiez tout à l'heure. Et donc, ils ont voulu canaliser ça et en fait, du coup, mettre un cadre. Donc, aujourd'hui, lorsque cette agence Campus France est disponible dans son pays, pour obtenir un visa étudiant, il est obligé de passer par cette agence qui va donc lui demander un certain nombre d'éléments, bien sûr, le dossier de demande de visa, mais pas que, avoir une école, et donc il va faire l'interface, il va lui demander de parler de son projet étudiant, etc., etc. Et voire même l'orienter vers la bonne école ou pas, etc. Alors ça a une qualité, c'est qu'effectivement, du point de vue des services de migration, ça a la qualité de, au moins, on est à peu près sûr que celui qui a un visa étudiant, a priori, est vraiment un étudiant qui va venir étudier. Mais l'autre difficulté, c'est que ça a rajouté un coût encore, parce que finalement, ce qu'a fait la France et ce qu'elle fait depuis le début, c'est que chaque fois qu'elle rajoute une étape ou qu'elle rajoute une agence ou une société intermédiaire, elle fait porter le coût sur les demandeurs. Et donc, on voit donc une inflation
depuis plusieurs années du prix finalement de la demande de visa qui est devenu incroyable. On est passé du prix du visa Schengen qui était de l'ordre qui doit être de l'ordre aujourd'hui de 80 euros à plus de 100, 120, 130, 140 euros, presque le double quand on met bout à bout finalement les différentes étapes pour obtenir son visa. Donc, c'est aussi, je crois, on a également dans le même temps, je ne sais pas au Québec, mais en tout cas au Canada, mais en France, dans le même temps, augmenté de manière massive les prix d'inscription aux universités. Et donc, en fait, je pense qu'il y a eu une volonté du côté de la France, en tout cas, de faire aussi une sélection par le coût, finalement, du visa. Ce qui fait que dans l'enquête que citait Cossi, enfin, pas la première, mais la deuxième que j'ai fait, essentiellement sur les témoignages, on se retrouve avec des étudiants. Moi, j'ai un étudiant qui m'a encore interpellé il n'y a pas longtemps sur Twitter, qui avait témoigné pour mon enquête et donc qui s'est endetté, qui n'a pas pu venir en France faire ses études, qui a trouvé un arrangement avec son école et qui a pu passer ses diplômes, qui a pu faire ses études depuis Abidjan, en lien avec l'école, qui a eu son diplôme et qui était encore en refus pour juste venir chercher son diplôme, c'est-à-dire assister à la remise des diplômes. Donc, en fait, on voit que là, il y avait un acharnement exceptionnel sur quelqu'un qui avait fait des études brillantes à Abidjan, à Yamoussoukro, dans l'une des meilleures écoles, voilà, qui était quelqu'un de brillant, sur une thématique très d'actualité qui est autour des énergies renouvelables, etc. Monsieur Donc, on voit… Poron, je ne vous interromps pas, mais dans Pardon. votre article, vous dites aussi qu'il a fait sa soutenance de thèse en visioconférence. Il a fait sa soutenance en visio, ouais, parce qu'il n'a pas eu, jamais il a eu le visa pour faire sa soutenance, faire ses études, faire sa soutenance et même venir chercher son diplôme. Voilà. Et la réponse était quasiment tout le temps la même. Et en fait, nous, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, mais en tout cas, la France, les réponses, c'est sur un formulaire, il y a 7 cases et la case est cochée sans aucune explication. Et donc, ça peut être, en général, c'est des doutes sur la volonté du candidat de revenir dans son pays. Et l'autre case la plus cochée, c'est un document qui serait douteux ou qui, voilà. Et donc, ce que me disent tous ces étudiants, ou conférenciers, ou journalistes, ou artistes que j'ai eu au téléphone, tous me disent, mais en fait, si on avait un lien direct avec le consulat, ils pourraient nous dire, mais quel est le document qui pose problème, et on pourrait peut-être rectifier le tir et éventuellement régler le problème. Mais en fait, le fait est que le recours est quasi impossible. Et je cite un ambassadeur de France, effectivement, qui dit que, de son aveu même, il dit pour que le recours en France, quand un visa est refusé, est quasi impossible, puisque trop compliqué. Tout se passe en France, c'est à Nantes, au tribunal administratif, enfin, c'est très compliqué. Mais une décision de justice récente a donné raison à une femme camerounaise qui est allée au bout de la démarche, qui a pris un avocat en France. La démarche a duré 3 ans, mais elle a gagné. Voilà. 3 ans. 3 ans. Monsieur Pichier, j'ai envie de vous demander, vos commentaires que j'ai lus datent de 2021. Est-ce qu'en 2023, récemment, pour votre laboratoire, vous avez pu finalement recruter des étudiants étrangers francophones? Est-ce que ça a changé ou c'est toujours le statu quo? Oui, effectivement, j'ai réussi à recruter des gens de l'Afrique du Nord francophone, mais aussi beaucoup d'étudiants allophones, donc qui ne parlent pas français, mais qui viennent du Moyen-Orient, par exemple. Donc, les choses ont débloqué. J'ai l'impression qu'il y a un changement positif lent qui se produit, mais grâce aux interventions comme celles que vous faites, comme celles qu'on essaie de faire ici parfois. J'aimerais rebondir sur le point que M. Poron amène, que je trouve très intéressant. Quand je parlais d'agences, dans le cas des pays africains, ce n'est pas des agences qui sont bien organisées comme celles que vous mentionnez en France, mais je trouve que c'est peut-être une piste de solution intéressante d'avoir quelque chose de structuré justement pour présenter des dossiers qui se tiennent. Et à ce moment-là, ben, les pays qui sont visés pourraient voir peut-être leurs conditions s'améliorer. En même temps, j'abonde un petit peu dans le même sens que ce que j'ai vu dans un des commentaires des participants. Pourquoi c'est 2 poids, 2 mesures? Parce qu'il y a d'autres pays qui n'auront jamais besoin de passer par des agences, parce qu'on va les accepter sans problème rapidement. Donc, il y a visiblement une discrimination qui est faite à l'endroit des pays africains.
Et je trouve ça un peu dommage qu'on peut s'adapter à la situation en ayant des agences comme ça, par exemple, mais c'est quand même dommage qu'on ait à le faire. Nous sommes dans la deuxième partie de ce webinaire. Nous pouvons recevoir les participants. Vous pouvez soumettre vos questions dans la boîte de chat qui est juste en bas de votre écran, ou pour les confrères et les consoeurs qui nous suivent directement dans le groupe privé sur Facebook, vous pouvez soumettre vos questions dans les commentaires sous la vidéo. J'ai ici une question d'un participant, c'est un commentaire sur Facebook qui dit « Je crois que certains journalistes tirent une balle par des comportements inappropriés. Un collègue qui avait bénéficié d'un séjour limité dans un pays européen avait profité pour ne plus revenir au pays. À partir de là, les services consulaires de ce pays occidental sont devenus méfiants et nous avons perdu le traitement privilégié et les opportunités. » Monsieur Vigile, est-ce qu'il y a des cas comme ça, des journalistes qui partent pour participer à un atelier, à une conférence, pour demander un visa court séjour et finalement décident de s'installer et ne reviennent plus? Justement, c'est ça qui nous oblige à faire un bémol tout de même à notre attitude frondeuse. Je dirais, je parlerai même de comportements parfois irresponsables de certains journalistes et qui profitent, comme l'a dit le commentaire, qui profitent d'un séjour professionnel pour se faire carrément la belle et immigrer. Et je prends le cas d'un journaliste béninois, je ne vais pas appeler de nom, mais qui avait été accrédité pour la Coupe du Monde junior aux Pays-Bas en 2005. Celui-là, figurez-vous que notre confrère n'est pas revenu au Bénin après la fin de la compétition. Et de plus, le matériel de reportage de sa télévision a été ramené au Bénin par un autre confrère à qui il avait simplement confié. Il a signifié à celui-là que lui, il ne comptait pas rentrer. Donc, il en a profité pour partir. Il avait fait exactement comme beaucoup de supporters à l'époque. Vous savez, quand un pays africain est qualifié à ce genre de compétition, on fait des voyages massifs de supporters. Il y a beaucoup de supporters, beaucoup de Béninois qui avaient profité de ces voyages pour opérer leur immigration en Europe. Donc, il avait fait comme eux. Est-ce que ce n'est pas aussi parfois parce que les conditions salariales ici pour les journalistes africains, on le sait, le salaire n'est pas vraiment ce qu'il faut pour un journaliste. Est-ce que quelque part, la raison n'est pas liée aux finances? Oui, et aussi, là, c'est un autre débat. Nous parlons ici aujourd'hui de la question du refus de visa aux journalistes africains. Mais là, vous rentrez carrément dans les conditions, la situation sociale, les conditions de vie des journalistes. Ce n'est pas le même débat. Moi, je ne veux pas aller sur ce terrain avec vous. Parce que si le salaire, votre salaire n'est pas conséquent, vous n'avez pas un salaire décent, ben, ce n'est pas la solution. Si vous avez opté pour l'émigration, autant vous organiser pour émigrer dans les règles de l'art. Est-ce que j'ai répondu à votre préoccupation? J'aimerais juste intervenir, c'était intéressant ce que disait Virgile. Le problème qu'on constate, c'est qu'on finalement, on est passé du présumé innocent au présumé coupable. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, même avec toute la bonne volonté du monde, j'ai l'impression en tout cas, qu'un Africain qui fait une demande, par principe, on va le soupçonner de vouloir rester, d'avoir une mauvaise intention, quelle que soit dans son immigration. Et moi, dans sa migration. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me pose problème, en fait. C'est-à-dire que je vois bien qu'il y a des cas, on peut en citer, voilà, on en a tous connu, de cas d'Africains qui ont utilisé un moyen ou un autre pour émigrer. Mais souvent, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que moi, j'ai discuté avec beaucoup d'autres. On a publié un récent témoignage de Mauritaniens qui maintenant utilisent la route de l'Amérique du Sud pour remonter aux États-Unis. Enfin, c'est une galère sans nom. Certains se sont fait enlever au Mexique par les bandes armées, etc. Ils prennent de plus en plus de risques. Mais avant ça, il faut savoir qu'ils ont fait des tas de demandes de manière légale et qu'on leur a refusé. Et donc, on ne peut pas à un moment donné reprocher finalement aux demandeurs d'utiliser un peu tous les artifices qui existent, enfin artifices, toutes les portes
qui existent pour venir quand, en amont, on fait des refus massifs. Et comme je le dis encore, bien plus que la plupart des autres nationalités, enfin des autres continents. Donc voilà, je voulais juste replacer ça. Et je dis, c'est dommage qu'on soit passé à cause de quelques cas à du présumé innocent au présumé coupable. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais moi, j'ai été une fois victime de refus de visa. Je crois en 2018, j'étais lauréat d'un prix onusien que je devais recevoir au Portugal. Le Portugal n'a pas de représentation diplomatique au Togo où je vivais à l'époque. J'ai fait une demande auprès de l'ambassade de France qui m'a délivré le visa pour le Portugal. Mais quand j'étais invité en 2019 pour participer à la 11e conférence des journées scientifiques à Lausanne, en Suisse, j'ai fait la même demande auprès de la même ambassade, l'ambassade de France, qui m'a refusé le visa cette fois-ci, sous prétexte, sous motif que les informations fournies ne sont pas exactes. Et il a fallu l'intervention du Conseil fédéral, l'intervention de l'ambassade de Suisse à Accra, au Ghana, où je suis allé pour recevoir le visa dans la même journée, en moins de 24 heures. Il y a parfois ces intentions qui sont prêtées aux journalistes, les informations ne sont pas exactes, alors qu'on soumet en fait, le journaliste a rempli un document qui est parfois ambigu, un document vraiment long où vous fournissez toutes les informations. La question que je veux poser à M. Piché-Mathieu, vous êtes scientifique, mais vous avez eu le courage de parler de ce problème-là, mais on entend rarement les journalistes se plaindre. Est-ce qu'il faut continuer à en parler? Ah, bien sûr, il faut absolument continuer à en parler euh, dans la mesure où il y a une injustice. Tant que l'injustice n'est pas corrigée, il faut continuer de poser des questions. Il faut que les autorités puissent répondre. S'il y a quelque chose de systématique, c'est pas normal. Donc, bien sûr, je compte sur vous pour continuer le bon travail et je vais aussi participer autant que je peux au débat et puis aux solutions. Je pense une chose que je pourrais dire, euh, on peut constater quand même que ça semble être vraiment pas spécifique aux journalistes africains. On parle des étudiants, on parle des journalistes, mais probablement que c'est beaucoup plus large, assez systématique. Euh, Ce que j'allais dire pour les étudiants, c'est quand même, je pense qu'il y a moyen de faire des séances d'information et même des formations. Euh, je ne sais pas comment, par qui, mais en tout cas, je serais intéressé à faire ce genre de, de formation-là, puis de séances d'information, parce que au départ, je pense pour les étudiants en particulier, c'est juste un manque de connaissance de comment ça fonctionne parce que c'est des processus qui sont relativement complexes et les réponses qu'on reçoit, comme le mentionnait M. Poron, c'est des cases qui sont cochées, qu'on ne peut rien comprendre. Quand on essaie de s'améliorer pour répondre aux questions, aux commentaires, parce que l'immigration nous permet de faire ça ici au Canada, on ne sait pas trop quoi répondre, comment adresser les commentaires parce que c'est tellement flou et non précis que c'est difficile. Donc, je peux vous donner des exemples où on a eu 3, 4 reprises des réponses et des demandes et des redemandes pour obtenir finalement le visa. Mais il y en a qui abandonnent parce qu'ils se découragent et il y a des coûts, comme le mentionnait M. Poron. Il y a un processus intéressant que j'ai découvert dans l'article de M. Poron. Vous dites, on apprend que plusieurs organisations de consommateurs d'Afrique de l'Ouest et du Maghreb se sont rapprochées pour tenter d'organiser des répliques judiciaires coordonnées en fonction des législations propres à d'autres pays. Et ma question, c'est, est-ce que c'est une solution que devraient peut-être envisager les organisations ou associations journalistiques? Je ne sais pas au point de vue journalistique, mais effectivement, enfin, quoique aussi, c'est-à-dire que s'il y a une organisation journalistique et si elle peut, comment dire, récupérer tous les refus, peut-être s'organiser en tout cas pour faire des répliques un peu plus massives. En tout cas, là, le but de ces deux, et d'ailleurs, très honnêtement, je ne sais pas où ils en sont, je crois qu'ils essaient de trouver une faille en fait juridique hein, pour attaquer, c'est-à-dire de dire ces deux organisations, c'était une organisation marocaine, je crois, une organisation sénégalaise, qui essayaient de dire, ben, voilà, finalement, on devrait au moins, au minimum, être remboursé. C'est-à-dire qu'en fait, de dire, on fait une demande, on n'a pas le service rendu, pourquoi on garde l'argent qu'on a donné? Parce que c'est une autre question hein, qu'on n'a pas abordée ici, mais beaucoup de frustration vient du fait que l'argent a été dépensé, qu'on ne le rend pas aux demandeurs, y compris quand ça
sa demande est refusée, d'où le titre qu'on avait fait, le business des frontières fermées, c'est que ça rapporte quand même beaucoup d'argent à l'État français, en tout cas au ministère des Affaires étrangères. L'autre question que je voulais aborder, c'était par rapport, juste en 2 mots, on a eu un exemple vraiment illustratif, je trouve, de discrimination totale par rapport au continent africain et des étudiants, c'est la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que quand il y a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine, la France a ouvert ses frontières, a ouvert les bras à tous les étudiants ukrainiens. Parmi les étudiants dans les facs ou dans les universités ukrainiennes, il y avait des Africains qui faisaient leurs études, des études parfois de haut niveau dans l'intelligence artificielle, dans les sciences, etc. On leur a refusé, on les a triés. C'est-à-dire qu'on a dit, les Ukrainiens, OK, pas de problème, vous venez, vous pourrez continuer vos études, on va vous donner un visa pour que vous continuiez vos études en France. Les Africains ont été triés. On a un reportage sur l'Afrique 21 que je pourrais mettre dans le chat, qu'on a fait grâce à une grande journaliste qui s'appelle Adrienne Surprenant, qui a suivi tout le parcours du combattant, d'étudiants africains qui étaient sous le feu des bombes et qui fuyaient comme tous les étudiants ukrainiens et qui se sont retrouvés avec les frontières fermées pour eux et qui ont dû passer par X manipulations pour pouvoir être accueillis ensuite en France par des associations qui sont mises en branle pour essayer de les accueillir. Et certains essayaient à tout prix d'avoir un étudiant, d'avoir un visa, de récupérer un visa pour ne serait-ce que poursuivre leurs études le temps de la guerre. Donc là, je crois que vraiment, c'était une illustration parfaite de cette politique vraiment discriminatoire. Monsieur Aïssou, vous avez la main levée. Qu'est-ce qui explique cette discrimination? Est-ce qu'il y a une réponse? Oui, j'avais dit à l'entame de cet échange que nous n'avons pas, nous, pour journalistes que nous ne sommes pas respectés. En fait, ce manque de respect ne se limite pas qu'aux journalistes, c'est aux Africains en général. Et l'exemple donné par M. Coron le prouve à merveille. C'est cette discrimination qui a été visible dans la guerre Ukraine-Russie, cette discrimination des Africains au niveau des étudiants. Cette discrimination se fait, c'est remarquable partout, dans tous les corps, dans tous les secteurs socio-professionnels, quand c'est dans les ambassades. Même la façon dont on vous reçoit au consulat quand vous allez chercher un visa, c'est comme si c'est un indien qu'on accueille. On peut le jeter, comme je l'ai dit, l'expression que j'ai utilisée parlant de ce monsieur de Lagos, on vous jette comme un malpropre. Et puis, M. Coron a évoqué tout à l'heure la question du remboursement éventuel. Mais c'est un gros business que les pays européens font, notamment la France, sur le dos, je pèse bien mon expression, sur le dos des populations, des demandeurs de visa des pays francophones d'Afrique. Il faut voir, il y a eu une étude, je n'ai pas eu le temps d'aller repêcher les chiffres, mais le nombre de demandeurs, quand on se réfère à l'exemple que Mathieu Pichet a donné tout à l'heure sur le Canada, où il y a eu 8000 demandes. Figurez-vous qu'on dit que sur 8000 demandes de visa, qu'il y a seulement eu 25 visas obtenus et les 7975 demandes restantes. Tout cela ont dû payer à un moment donné. Je ne sais pas ce qui se passe au Canada, mais pour un visa Schengen, vous payez avant d'entamer le processus de demande. Et quand on refuse le visa, on ne vous rembourse pas les frais. Et tout ça là, c'est un business. C'est un business pour la France. Et il faut, c'est le point évoqué par M. Coron, c'est très important. Il faut qu'on envisage, qu'on commence par rembourser éventuellement. Parce que celui qui demande un visa, on lui donne une liste, un protocole qu'il doit suivre. Si on lui refuse le visa, monsieur, votre argent, vous n'avez même pas de recours. Mais quand on parle de recours, monsieur Coron l'a souligné tout à l'heure, le recours se fait en France.
Vous êtes à Cotonou ou à Lomé, on vous a refusé le visa. Comment allez-vous rentrer dans une procédure en France? Ça, c'est de l'utopie. On nous a parlé de la dame du Cameroun, ça c'est une goutte d'eau dans l'océan, un cas particulier, celle qui a réussi à aller à la fin de la procédure. Lorsqu'on a dit 3 ans, je vous ai souri aussi, 3 ans, quelqu'un qui veut aller, figurez-vous, moi j'ai une rencontre, je dois aller en Allemagne en septembre, je crois, quand je demande un visa pour un séjour de 10 jours, et quand on va me refuser le visa, qu'est-ce que je fais? J'aurai besoin de 3 ans pour entrer dans une procédure, et ça va me servir à quoi quand on va me donner raison? Juste pour la forme, pour le principe d'avoir eu raison, d'avoir combattu un État européen sur les règles administratives. Mais ce n'est pas suffisant. Mes sous seront perdus à l'époque et tout ce que j'aurais engrangé, investi dans les honoraires d'un avocat éventuel et puis toute la procédure. Parce qu'il faut répondre aux appels pour cette procédure. Donc, il y a un problème. Le problème, c'est une discrimination. La discrimination, c'est pas parce que quand vous allez, même quand vous voyagez, vous avez le visa, vous voyagez. Dès que vous arrivez dans un aéroport des pays dits occidentaux, mais vous voilà, on dit le passeport européen par ici, passeport non européen, et vous, Africains, là, vous êtes, il y a ce soupçon que les autres panélistes ont souligné, ce soupçon qui est permanent. L'Africain qui demande un visa, c'est quelqu'un qui veut demander, qui cherche à émigrer. Il veut quitter son pays. Donc, le soupçonne et le contrôle des passeports dans les aéroports occidentaux pour les Africains, c'est pas facile. C'est pas la même chose que quelqu'un qui présente un passeport européen ou américain à Heathrow, à Londres ou à Roissy-Charles de Gaulle à Paris. Vous présentez un passeport africain, peut-être que l'autre est déjà parti, il a pris son taxi, il est en ville, mais vous êtes encore en train de passer les contrôles interminables. Donc, c'est un problème. Moi, je ne sais pas quelle solution il faut proposer à cela. Nous sommes Monsieur déjà presque… Balao, Ah, oui, allez-y, oui, monsieur. je ne sais pas si je peux me permettre peut-être une clarification et une petite nuance. Je voudrais revenir sur le chiffre de 8 000 demandes pour 25 étudiants. D'abord, précisons que ce sont 8 000 demandes d'admission à l'université dans un programme d'études et non pas des demandes d'immigration, Okay. demandes de visa. Ah, c'est d'accord. Et ce sont 25 étudiants qui sont venus finalement étudier. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec les 7 975 autres. Peut-être qu'ils sont rentrés au pays et qu'ils sont allés travailler illégalement. Peut-être qu'ils n'ont simplement pas obtenu le visa parce qu'il y a une discrimination importante. Toujours est-il, et c'est là que je veux apporter une nuance, il y a beaucoup de travail administratif qui est fait pour traiter les demandes d'admission pour, au final, obtenir seulement 25 étudiants pour l'université comme telle, c'est un problème. Donc, je veux amener cette nuance-là parce que de rembourser les frais pour ceux qui ne sont pas admis dans notre cas en termes d'université, c'est impossible parce que, en fait, on est même en déficit parce que le travail que ça a demandé pour traiter 8 000 demandes pour obtenir des frais de scolarité de seulement 25 étudiants, c'est pas viable. Donc, on est en train de réfléchir justement comme institution à comment on fait pour gérer tout ça. Par contre, c'est vrai que moi, je ne connais pas la situation financière de l'immigration canadienne. Je crois comprendre qu'en Europe, c'est lucratif, tout ça. Je pense qu'il faut quand même tenir compte des frais administratifs, des frais engagés par les gouvernements pour traiter les demandes. Et je pense qu'il y a une responsabilité des demandeurs de bien préparer aussi les demandes. Mais c'est vrai que quand on vous refuse pour des motifs qui semblent ridicules, on devrait peut-être au moins pouvoir recevoir en partie les frais qu'on a déboursés.
Oui, J'ai Mathieu, juste pour sur les frais, hein, si je dis que c'est lucratif, c'est chiffre à l'appui, c'est-à-dire qu'en fait, Ouais. depuis qu'ils ont privatisé, c'est-à-dire qu'ils ont sous-traité la constitution des dossiers à des entreprises privées, c'est encore plus lucratif puisqu'ils ont diminué donc le nombre de personnels qui traitent les dossiers administratifs dans les consulats et ils font payer le coût du traitement administratif des sociétés privées aux demandeurs. Donc du coup, au final, ils sont gagnants. C'est ça, je précise bien que c'est sur la foi de chiffres. Voilà. Ah, mais j'en doutais pas. En fait, c'est que je connais pas la situation au Canada. C'est probablement la même chose, mais je connais pas les chiffres. Je pense que ça vaut la peine de poser ces questions-là un peu partout. Ouais. Dans votre enquête, M. Poron, j'ai découvert que certaines universités françaises, par exemple, ne facturent plus lorsque le demandeur vient pour une seconde fois demander pour ne pas le faire payer davantage. Je crois que c'est une excellente solution aussi. Il y a une question du journaliste Yves Modeste Ngoué, particulièrement pour vous. Il dit, M. Poron, pourquoi ce mépris et manque de respect pour les Africains selon vous? Si seulement j'avais une réponse toute faite. Non, je n'ai pas de réponse. Encore une fois, je vais redire ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que on constate simplement sur les chiffres et sur parfois la gêne qu'on peut ressentir chez nos interlocuteurs quand on les interroge sur cette question, ou parfois des interlocuteurs dans les services en question en off, c'est-à-dire qui acceptent de nous répondre et qui sont un peu gênés. J'ai entendu des mots tout à l'heure, j'ai noté loterie par exemple, je crois que c'était Virgile, je crois, qui disait ça. Parfois, vraiment, très honnêtement, au bout de ces enquêtes-là, des fois, je me suis dit, c'est pas possible. Ils en prennent un de temps en temps, ils mettent accepté et tout le reste refusé, et c'est les yeux fermés. Ça ressemble vraiment à une loterie. La preuve en est qu'aussi, ce que tu disais tout à l'heure, à savoir qu'une année, tu es accepté, le lendemain, t'es pas, l'année d'après, on te le refuse, alors que a priori, tu n'as pas changé de profil, tu fournis d'aussi bons documents dans les délais. Donc vraiment, il y a parfois une certaine incompréhension et je pense que justement, j'ai deux réflexions qui me sont venues en écoutant les échanges. C'est la première, du côté des autorités françaises, il faudrait qu'ils aient une méthode de communication ou en tout cas de choix, ou je ne sais pas, qui soit beaucoup plus transparente en fait, avec des critères plus transparents et peut-être un numéro que les demandeurs pourraient appeler pour avoir l'explication précise du refus et la possibilité éventuellement sans frais supplémentaires de corriger un document qui apparemment était mauvais ou faux. Enfin, je ne sais pas, je lance ça comme ça, mais il y aurait un effort à faire, en tout cas clairement du côté français, d'améliorer ça, mais je ne sais pas s'ils le souhaitent. Et puis, il y aurait peut-être du côté africain, eh ben, je me disais, si le tribunal de Nantes, du jour au lendemain, se retrouvait assailli de demandes en même temps de tous les gens à qui on a refusé des visas pour des motifs fallacieux, peut-être qu'ils reverraient un peu leur méthode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a finalement chacun qui se débat un peu dans son coin, qui essaye, évidemment, comme l'a dit Virgile, on ne va pas attendre 3 ans quand on a une conférence en septembre d'avoir une décision du tribunal administratif de Nantes. Mais par contre, s'il y avait des procédures collectives qui étaient menées auprès de la France, ou en tout cas auprès des tribunaux compétents en France, bon, déjà, ça coûterait moins cher, je pense, aux demandeurs. Et puis, en plus, peut-être que les tribunaux français, face à cet afflux massif de plaintes, reverraient peut-être, ça forcerait peut-être, en tout cas, les autorités françaises à revoir leurs procédures. Je dis ça, je me tais. Nous sommes à la fin de cette session, donc je vous donne une dernière prise de parole pour revenir encore sur cette question. Mais j'aurais une question particulièrement pour Michel et Virgile de savoir quel impact le refus de visa peut avoir pour un journaliste peut avoir sur le métier. Pour mon cas personnel, en 2019, en Suisse, si je n'avais pas eu ce visa, je n'aurais pas eu la chance de rencontrer peut-être Virgile, puisque c'est là qu'on s'est rencontrés. Pour la première fois, on a fait connaissance et après, on a continué à travailler ensemble. Quel impact cela pourrait avoir? Parce que parfois, les demandes de visa, ce n'est pas que pour couvrir des conférences. Pour des enquêtes transfrontalières, par exemple, on a besoin de voyager. J'ai besoin, par exemple, de quitter le Togo lorsque je travaille sur une enquête entre le Togo et le Bénin, ou une enquête qui implique un autre pays. J'ai besoin de voyager dans ce pays pour des raisons d'enquête et non forcément pour couvrir un atelier ou un forum. Mais au-delà de ces aspects, quel impact cela pourrait avoir? Je parle bien sûr des cas des journalistes. Et voilà, c'est revenir encore sur un autre aspect de cette question avant qu'on ait terminé. On est déjà à la fin de cette session. Je ne sais pas si M. Piché voudrait y aller ou Miskaël ou Vigile après. Bon, voilà.
Mais déjà, le premier impact, tu l'as dit, pardon, vous l'avez dit aussi, c'est évidemment l'information. C'est-à-dire que quand on est journaliste, notre objectif, c'est d'informer. Et si on ne peut pas aller sur le terrain, vérifier l'information, eh bien, on risque de perdre pied, de perdre le lien avec le terrain. Et on le voit aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de fausses informations, beaucoup de propagande, et c'est le vrai danger aujourd'hui. C'est-à-dire que les États qui ferment leurs frontières aux journalistes, c'est des États qui se renferment sur eux-mêmes et qui ne souhaitent pas qu'on vienne voir de l'extérieur ce qui se passe. Et je pense que c'est un vrai danger pour l'information et donc pour aussi les peuples, je pense, de ces pays, hein, pour qu'ils aient accès à une information la plus, on va dire, neutre possible, en tout cas la plus objective possible, la plus diverse possible. Puis après, l'autre chose, après c'est très personnel, mais voilà, je pense que la manière, au-delà même du simple journaliste, c'est la manière dont on traite les journalistes africains. C'est-à-dire que moi, je suis outré par les formulaires, les formulaires de demande de visa en Afrique, je parle. Moi, quand je viens dans un pays, genre en Côte d'Ivoire, hein, donc il me faut un visa, le formulaire n'a rien à voir. Ça se fait sur Internet, je fais ça en 2-2, je paye mon visa et je viens à Abidjan. Quand je vois le formulaire, la manière dont ce formulaire est intrusif dans la vie de chaque demandeur africain, je me dis c'est un scandale, c'est une discrimination et c'est vraiment malhonnête de faire ça. Et je voyais tout à l'heure des commentaires sur cette question qui disaient qu'il faudrait que les États africains appliquent une réciprocité. Peut-être qu'effectivement, il faudrait demander. Alors, des fois, je vois des choses fausses. Ils disent, oui, les Français, quand ils viennent en Afrique francophone, ils n'ont pas besoin de faire de visa. Ce n'est pas vrai. Il y a certains pays dans lesquels on peut se déplacer, mais la plupart, on est obligé de prendre un visa et de le payer. Et je trouve ça normal. Peut-être qu'il faudrait voir ça sur les procédures aussi. Monsieur Vigile. Oui, je dirais que le premier impact, vous l'avez souligné, c'est une sorte de frustration. La frustration de ne pas pouvoir exercer son métier. C'est un métier que nous avons besoin de liberté, de libre circulation pour exercer. Et puis, quand on vous empêche de circuler, c'est déjà une entrave à l'exercice de cette profession. Et ça joue nécessairement, comme l'a dit Michael, sur la qualité du rendu du journaliste. Si vous avez parlé d'enquête transfrontalière. Moi, j'ai eu à produire une enquête transfrontalière, un travail collaboratif au Washington Post, et l'enquête s'étalait sur le Bénin, le Togo et le Ghana. Je suis venu. Et d'ailleurs, j'ai compris par la suite que l'une des raisons pour lesquelles on m'a confié ce travail, c'est parce que j'étais de la CEDEAO et que je n'avais pas besoin de visa pour aller au Togo et au Ghana. Le journaliste français ou américain qui serait commis à cette tâche aurait des difficultés pour entrer dans chacun de ces pays. Donc, Michael a parlé de cette question de formulaire. Pourquoi ne pas réciprocité? Pourquoi pas? Je suis en train de dire. Parce que moi, je connais quand même des pays africains. Je suis allé au Mozambique. On m'a dit, puisque vous êtes journaliste, on m'a dit, non, arrivez à l'aéroport, on va vous avez besoin d'un visa, mais on vous délivrera le visa à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport, on m'a délivré un visa, j'ai payé ça, mais ce n'est pas là le problème. Mais on m'a délivré mon visa, je n'ai pas fait 1 heure de temps à l'aéroport, je suis parti. Donc, il faut qu'on pense à une solution. Je dirais, est-ce que le mot négocier ne serait pas trop fort? Parce qu'il faut que les États africains puissent en tenir compte dans leurs relations avec les pays occidentaux. C'est cet aspect-là qu'il faut noter. Et n'oublions pas surtout, c'est un autre volet de ce débat, les pays africains qui refusent eux-mêmes des visas à des journalistes. Donc, le problème ne se pose pas dans un seul sens.
il y a des pays africains, Michael en a évoqué. Je passe rapidement sur le cas de l'Algérie qui avait refusé le visa à 8 journalistes burkinabés qui étaient accrédités pour couvrir un match en Algérie, un match de championnat africain de football. Donc, c'est des cas aussi à ne pas oublier, à ne pas laisser de côté. Soyons pas dans un sens unique dans ce débat. Donc, il faut que les journalistes, comme je l'ai dit à l'entame, soient respectés dans l'exercice de leur profession. Et ce respect passe avant tout par la libre circulation du journaliste. Parce que au verso de chaque cadre de presse, dans la quasi-totalité des cadres de presse, c'est bien mentionné. Les autorités de tous les pays sont invitées à faciliter aux détenteurs de cette carte l'exercice de sa profession. La facilitation, c'est quoi en premier? C'est la libre circulation, lui permet d'avoir accès à l'information. Sans accès à l'information, il n'y a pas de journalisme. Je m'en arrêterai là. D'accord. La connexion n'était pas très clémente, mais on vous a très bien écouté. La dernière question à M. Mathieu Pichet. Et puis, c'est une question qui m'est venue juste comme ça tout à l'heure. Je me dis, M. Mathieu, lorsqu'on est scientifique, est-ce que ça permet de ne pas avoir vraiment de problème? Les scientifiques circulent assez facilement ou c'est rien que les journalistes faciles, finalement? Parce qu'ils ont besoin d'aller faire des recherches ailleurs. Là, c'est pas vrai, il n'y a pas vraiment d'enjeu en tant que tel, hormis le fait, mais on se rappelle quand même que les experts mandatés par l'OMS, lorsqu'ils devaient arriver en Chine pour enquêter sur l'origine du COVID-19, aussi avaient subi quelque part des retards dans la délivrance des visas. Mais généralement, est-ce qu'on est mieux couvert quand on est scientifique? Je suis obligé de moduler ma réponse parce que ça dépend beaucoup du pays d'origine et du pays où on va. Donc, comme Canadien, je peux dire que je suis particulièrement privilégié pour ce type de démarche. Donc, j'ai jamais eu aucun problème. J'ai voyagé à travers le monde. Donc, on vous donne facilement des visas et parfois, on n'en a même pas besoin. On est accueilli simplement à l'aéroport avec un visa de visiteur parce que le passeport canadien permet ça avec plusieurs ententes. Par contre, l'inverse n'est pas nécessairement vrai. Quand les scientifiques veulent venir, ça peut être plus compliqué de leur côté. Mais je pense qu'en général, ce que j'entends, je crois comprendre que les scientifiques sont peut-être mieux traités que les journalistes. Je n'ai pas de chiffres à l'appui, mais ce serait intéressant de voir cette question-là. Et pour revenir juste en terminant sur la question des impacts, moi, je pense qu'en termes d'étudiants, l'impact est assez important si on a des refus systématiques. Je pense, par exemple, le Canada comme pays riche, où il y a toutes sortes d'infrastructures scientifiques, où on peut faire de la recherche de haut niveau, comme mission en partie de faire du transfert de connaissances et de contribuer au développement à travers le monde, dans tous les pays, pour uniformiser le plus le niveau des connaissances et de la science. Donc, je pense que les gens qui viennent se former ici et qui retournent ensuite travailler comme scientifiques, comme chercheurs, comme professeurs ou dans l'industrie, ben, c'est un gros plus pour le développement global sur la planète et je pense que c'est un impact majeur si on empêche ça. Merci à vous, chers panélistes, d'avoir pris la parole sur ce sujet. Merci infiniment à M. Michel Poron, à M. Pichet Mathieu, aux confrères aussi Vigile Aïssou pour votre temps, pour votre disponibilité, pour la qualité des échanges et aussi pour avoir pris la parole sur ce sujet-là. Merci aussi à Michel Poron pour ces deux articles. Je pense peut-être qu'on aura un troisième papier ou une autre enquête sur le sujet. Ou peut-être finalement qu'il faut peut-être aller lire, chercher à lire ce livre-là que vous avez écrit. J'ignore si dans le forum, nous déciderons d'organiser encore une seconde session en imitant les pas de Michel Poron, je ne sais pas. Mais merci à tous les confrères qui ont posé d'excellentes questions. J'y vois des échanges intéressants aussi dans la boîte de discussion qui témoignent de l'intérêt du sujet pour les confrères, d'autres que j'avais annoncé sur le webinaire. Dans le groupe WhatsApp du forum, il y a eu toute la journée des discussions, des témoignages des journalistes
qui le même jour se sont vus refuser des visas. C'est tellement frustrant lorsqu'on sait qu'on a de bonnes intentions et qu'on y va pour travailler et pour revenir dans son pays. J'ai aussi, pour ce webinaire, souhaité avoir l'avis de quelques ambassades. J'ai envoyé des invitations à des ambassades pour qu'ils soient là, pour nous dire, en fait, est-ce qu'au niveau du remplissage des dossiers ou des demandes, est-ce qu'il y a des erreurs que commettent souvent les journalistes? Mais il n'y a qu'une ambassade qui a répondu et qui m'a dit ce n'est pas possible pour nous, nous n'intervenons pas sur ces genres de questions. Mais les autres ambassades n'ont même pas donné de suite, n'ont même pas accusé réception de mon mail. Et quelque part, le message est passé, j'ai compris. Merci à vous d'avoir accepté. Sinon, si vous aussi, vous n'avez pas donné de suite, on n'aurait pas eu ces échanges intéressants. Bonne fin de soirée, bonne fin d'après-midi. Merci encore une fois infiniment pour avoir participé à ce webinaire. Merci encore. Merci, Kossi. Merci, au revoir à tout le monde. Au revoir.